dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 36, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir le récap des news de la franchise de la fin 2025 et de début 2026. Je vais vous parler de plein de choses, y compris la venue d'acteurs de la série en France, mais aussi d'un jeu vidéo que vous ne pouvez plus acheter et d'un autre jeu vidéo développé en France que vous pourrez bientôt acheter, avec plein d'infos sur ce jeu-là, ainsi que plein de nouveaux produits dérivés qui ont l'air magnifiques. Alors, comme toujours, les liens vers ce dont je vais vous parler dans cet épisode, eh bien tous ces liens sont dans les notes de l'émission. Voilà, on est bientôt fin mars 2026, décollage. Elon Musk construit des Cylons. C'est l'interprète d'Adama qui l'a dit à la Comic-Con de Rose City début septembre 2025. Ouvrez les guillemets. Cette série a encore plus de sens aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, regardez-la à nouveau. Vous serez touché par le fait que c'est devenu une réalité avec Elon Musk qui construit 1 milliard de toasters là pendant qu'on en parle. On aura tous ces robots dans nos intérieurs, dans nos salons, ils vont laver nos vitres et ils auront le rôle de s'occuper de vos enfants. Ils vont faire les récoltes de nourriture dans les champs, ils vont laver les voitures, ils vont tout faire. Donc, si vous regardez notre série, vous allez réaliser que Ron Moore était vraiment dans le vrai. Même la dernière fois que je l'ai vu, il y a quelques mois, il m'a dit que c'était triste que sa réalité devienne réelle. C'est une réalité affreuse, fermez les guillemets. Bon, bien entendu, les robots actuellement en développement chez Musk ainsi que dans beaucoup d'autres sociétés qui vont envahir le marché dans les mois et les années à venir n'ont pas grand-chose à voir avec les Cylons, même s'ils seront équipés d'intelligence artificielle. Mais je dis intelligence avec des gros guillemets. Le sujet est un peu trop complexe pour que j'explique ici pourquoi ça n'a rien à voir, mais là où je suis d'accord avec Edward James Olmos, puisqu'il m'avait aussi parlé des robots de Musk quand je l'avais rencontré en 2025, c'est sur le fait qu'il faut effectivement garder un œil sur ce milliardaire qui a tout d'un grand méchant de récit de science-fiction et qui semble ne rien faire sans avoir des intentions politiques très marquées et très à droite et qui profite des avancées technologiques de ces sociétés pour s'implanter tout doucement dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, je pense que surtout, effectivement, là où je suis d'accord avec l'avertissement, c'est qu'il faut rester vigilant par rapport à tout ça. Croyez-moi, j'en vois passer des articles anglophones avec des tops en tout genre, donc qui comprennent Battlestar Galactica, des tops de, je sais pas, des meilleurs remakes, des tops des meilleures séries n'ayant jamais eu de saison 2, des tops de... j'en sais rien, j'en vois tellement, enfin c'est un peu toujours la même chose. Et donc généralement c'est des tops qui concernent des séries télé. Mais là, j'avoue que j'ai été surpris par ce top proposé le 25 septembre 2025 par le site Soap Central qui, comme son nom l'indique, est entièrement dédié aux actus des soap opéras, donc aux séries télé telles que Amour, Gloire et Beauté qui existe toujours et qui a diffusé son 9 millième épisode en 2023. Et donc voilà, allez savoir pourquoi ils ont proposé sur leur site un top 10 des meilleurs personnages de Battlestar Galactica. Et l'article commence directement par le numéro 1, ce qui n'a aucun sens, mais rassurez-vous, je vais vous donner ce top dans le bon sens, en commençant donc par le numéro 10 et en finissant par le numéro 1. Donc voilà le top des meilleurs personnages de Battlestar Galactica selon Soap Central. Numéro 10, Hello. Je suis content qu'il soit dans le top. Numéro 9, John Cavill. Mais dans l'article, là, il y avait une photo du colonel Tai. Donc voilà, c'était un peu curieux. Numéro 8, Apollo. Numéro 7, Boomer. Mais là, il y avait une photo de Laura Roslin. Encore une fois, un peu curieux. Numéro 6, le colonel Tai. Numéro 5, numéro 6. Donc oui, c'est numéro 6 qui est numéro 5 dans le top. Et en plus, elle avait droit à la bonne photo dans l'article. Numéro 4, Gaius Baltar. Numéro 3, Starbuck, elle aussi avait droit à la bonne photo. Numéro 2, Laura Roslin. Et numéro 1, évidemment, Bill Adama. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cet incroyable article de fond publié par ce site à la ligne éditoriale irréprochable.
Le 25 octobre 2025, Katie Sackhoff était l'invitée du très célèbre, mais aussi parfois très contestable, podcast de Joe Rogan pour son épisode 2400. Et sur 2h30 d'émission, l'interprète de Starbuck a raconté des anecdotes liées à Battlestar Galactica pendant un bon quart d'heure. Elle explique notamment comment, à l'âge de 21 ans, elle a su que si elle était castée dans le rôle de Starbuck, ça changerait la perception des gens pour elle en tant qu'actrice et que ça lui permettrait d'avoir enfin d'autres rôles que ceux de la petite blonde typique qu'elle jouait déjà pendant les 5 premières années de sa carrière. Elle a évidemment raconté l'anecdote où elle a loué la série originale pour y découvrir qui était Starbuck après avoir été castée et où elle a mis de longues minutes à comprendre que Starbuck était un homme car jusque-là elle était persuadée que c'était aussi un rôle féminin dans la série originale. Elle raconte aussi ses souvenirs d'avoir été huée lors de la Comic-Con 2003 par les fans originaux qui ne supportaient pas le changement de genre du personnage de Starbuck. Ça l'a touchée, mais elle remercie ceux qui croyaient en la série car ça lui a donné la force de faire abstraction des haters. Elle dit aussi qu'elle n'a jamais vraiment vu la série, donc le reboot, dans sa forme terminée, car elle a uniquement regardé pendant les tournages les DVD qu'on lui donnait où il n'y avait aucun effet spécial et où le montage était provisoire. C'était juste pour qu'elle sache où en était son personnage dans la série, parce que ces scènes n'étaient pas toujours tournées dans l'ordre chronologique des épisodes. Et comme son mari, qui a 10 ans de moins qu'elle et donc avait 11 ans à l'époque de la diffusion du reboot, et ben comme son mari n'a jamais vu la série, elle a annoncé qu'ils allaient la regarder ensemble début 2026. Et justement, la diffusion de ces visionnages de la série par Starbuck et son mari a effectivement débuté le 5 février 2026 sur la chaîne YouTube de Katie Sackhoff. Ils ont déjà sorti 6 épisodes et à ce rythme-là, ils vont bientôt dépasser nos propres épisodes Analytica d'ici quelques semaines. Bon, tant mieux pour eux. Le 5 novembre, sur le site canadien The Walrus, paraissait un article intitulé « J'ai regardé Battlestar Galactica tous les ans pendant 19 ans ». Et en effet, l'autrice de l'article raconte comment elle a découvert la série en 2006 quand elle avait 11 ans et comment elle a d'abord loué la série pour la revoir chaque été, ce qui est devenu un rituel pendant 19 ans. Elle explique que la série est un très bon divertissement, mais qu'elle a aussi fini par comprendre que c'était bien plus que ça, notamment quand on a su que les prisonniers afghans étaient torturés dans certaines prisons américaines et qu'aucune autre série contemporaine n'osait critiquer ça. Et enfin, elle raconte comment ces 2 dernières années, elle a aussi vu des parallèles avec le génocide à Gaza dans des discussions abordées dans certains épisodes et à quel point ce qui est dit dans la série fait parfois froid dans le dos. Le 8 novembre, on a appris que le jeu vidéo Battlestar Galactica Deadlock et tous ses DLC allaient disparaître définitivement de toutes les plateformes de vente de jeux en ligne, y compris Steam, bien sûr, à partir du 15 novembre 2025. Sorti en 2017, ce jeu de stratégie avec des combats spatiaux bénéficie d'une bonne réputation auprès des amateurs du genre, mais il n'est désormais plus possible de l'acheter en dématérialisé. Les personnes qui possèdent déjà le jeu peuvent en revanche continuer à y jouer sans problème, sans restriction. Et si vous vous demandez pourquoi ce jeu a disparu de toutes les plateformes, la réponse est probablement très simple. En gros, le développeur du jeu a très certainement acquis la licence Battlestar Galactica auprès d'Universal pour une période donnée, et cette période étant maintenant terminée, ils n'ont plus le droit de vendre le jeu car ils n'ont plus le droit de toucher de l'argent sur une licence qui ne leur appartient pas. Et c'est bien dommage que des jeux puissent disparaître comme ça uniquement pour des histoires de gros sous. Le 14 novembre, le site de jeux vidéo français Gameblog sortait un article intitulé « Il y a 21 ans, un chef-d'œuvre de la science-fiction sortait son premier épisode culte », qui est donc consacré à l'épisode 33 minutes qui ouvrait la saison 1 de Battlestar Galactica. Rien de bien neuf pour nous dans cet article, mais ça fait toujours plaisir qu'un média français mentionne la franchise. Le 14 novembre et les jours qui ont suivi, le site américain Bleeding Cool publiait une interview en plusieurs parties du célèbre designer Doug Drexler, qui a commencé sa carrière en tant que maquilleur, notamment sur Star Trek La Nouvelle Génération, mais qui a ensuite switché vers les effets spéciaux en images de synthèse à partir de 1992 et de Star Trek Deep Space Nine, puis Voyager. Drexler y raconte comment il a immédiatement accepté de travailler sur le reboot de Battlestar Galactica quand Ronald
Ronald D. Moore et Gary Hutzel, responsables des effets spéciaux, l'ont contacté puisqu'ils se connaissaient depuis l'époque de Star Trek, même s'il ne s'agissait en fait que d'un bon coup de peinture fraîche sur des designs déjà créés pour la série originale de 78. L'approche visuelle quasi documentaire de la série était tellement différente de Star Trek que ça l'a tout de suite beaucoup excité, et il considère toujours que Battlestar Galactica est une des meilleures séries de tous les temps, et il regrette que beaucoup de fans de Star Trek ne l'aient toujours pas regardé. Quand on lui demande quelle est la scène dont il est le plus fier, il répond qu'il s'agit surtout du téléfilm Razor de 2007, où ils ont eu l'occasion de montrer la destruction des chantiers navals de la colonie de Scorpion lors de l'attaque simultanée des Cylons sur les 12 colonies. C'était comme faire l'attaque de Pearl Harbor dans l'espace, et ils ont eu beaucoup de liberté créative pour créer ces plans qui ont été complètement validés par Ronald D. Moore sans la moindre discussion, alors que à l'époque où ils travaillaient sur Star Trek, au moindre changement par rapport au script, ils avaient le showrunner qui débarquait pour d'interminables négociations. Le 28 novembre 2025, 16 personnes se sont retrouvées coincées sur le Grand 8 Battlestar Galactica au parc d'attractions Universal de Singapour. Les wagonnets de cette attraction aux couleurs de la série se sont en effet arrêtés en plein parcours pour des raisons automatiques de sécurité, et les 16 personnes sont restées où elles étaient pendant 30 à 40 minutes avant d'être évacuées par le personnel du parc. Heureusement que c'était les wagonnets coloniaux où on est assis dans des simili chasseurs Viper et pas les wagonnets Cylon où on est harnaché avec les jambes à l'air libre pour faire des loopings et des vrilles. L'attraction a pu être remise en marche le lendemain, le 29 novembre, après des contrôles de sécurité. J'en profite juste pour faire le lien avec une autre news, puisqu'on a appris en 2025 qu'Universal comptait ouvrir un parc d'attractions au Royaume-Uni, dans la ville de Bedford, en 2031, et que je dois faire partie des rares personnes à espérer qu'il y aura des attractions Battlestar Galactica dans ce parc, ce qui est probablement illusoire vu que la franchise était au point mort. Le 8 décembre 2025, la première moitié de la mini-série du reboot de Battlestar Galactica fêtait ses 22 ans. Et le site francophone Big Geek en profitait pour publier un article plutôt sympa sur les similarités entre les questionnements humains soulevés par les Cylons dans la série et les réplicants de Blade Runner. Et ces ressemblances sont assez logiques puisque Blade Runner est une grosse source d'inspiration pour le reboot de Battlestar Galactica, et que les questionnements des Cylons sur leur créateur et sur le sens de leur existence font en effet partie des gros points forts de la série. Je vous invite donc à lire cet article très intéressant. Le 4 janvier 2026, un article du site anglophone Inverse tentait d'expliquer pourquoi le préquel Caprica avait été un échec par rapport à Battlestar Galactica. En gros, leur théorie est qu'il existe une malédiction du préquel qui veut que si on explique trop un univers, on le rend moins intéressant. Mais selon eux, Caprica avait trop de rôles à remplir, à savoir raconter sa propre histoire et expliquer en même temps l'origine des Cylons, tout en étant moins spectaculaire que Battlestar Galactica, puisqu'il ne s'agissait plus d'un space opéra et qu'il était davantage question de politique, de technologie et de religion. En plus, le tout était raconté du point de vue de personnages moralement ambigus, voire franchement antipathiques, ce qui les rendait difficiles à apprécier malgré quelques bonnes idées disséminées au fil de la saison. Alors, moi, je suis assez d'accord avec tout ça, notamment le cahier des charges peut-être un peu trop chargé pour cette série, et également le changement de style par rapport à la série principale et les personnages peu sympathiques. Mais, ça ne doit pas faire oublier que le plus gros souci de Caprica, selon moi, était avant tout son écriture très inégale et qui ne savait pas trop où aller, probablement justement à cause du cahier des charges trop lourd dès le départ. Allez, c'est le moment de faire le point sur de nombreux nouveaux produits dérivés qui viennent à peu près tous d'ailleurs du même endroit, puisque le 13 février 2026, Factory Entertainment a levé le voile sur les nouvelles figurines Battlestar Galactica qui seront bientôt en vente. Je rappelle que cette société américaine propose des reproductions très fidèles d'objets et d'accessoires tirés de nombreuses franchises, et ils avaient récemment sorti une réplique taille réelle du blaster colonial ainsi qu'une miniature du fusil des Centurions Cylons. Je rappelle que jusqu'ici, leurs produits dérivés se concentrent quand même principalement sur la série originale de 1978. D'ailleurs, à propos de produits dérivés, ils en ont un qui sort
très prochainement et qui est une très belle boîte contenant une réplique du jeu de cartes Pyramide avec des reproductions des qubits dorés qu'on peut voir dans le pilote de 1978 quand Starbuck y joue avec les autres pilotes de Viper. Alors c'est une très belle boîte de 23 cm sur 12 cm avec donc 12 qubits dorés en métal qui sont les répliques exactes des accessoires de la série, ainsi qu'un jeu de cartes hexagonal de 52 cartes, ainsi qu'un livret numéroté qui fait office de certificat d'authenticité car il s'agit d'une édition limitée qui sera livrée à partir d'avril 2026. Vu l'objet et surtout vu la qualité des qubits en métal, je trouve le prix de 80 € plutôt raisonnable par rapport à celui de certains autres objets présents sur ce site. Et j'ai fait une simulation, il livre bien en France pour un tarif de 25 € supplémentaires, ce que je trouve une nouvelle fois assez correct pour un objet collector qui traverse l'Atlantique, en plus dans une belle boîte comme ça. Mais revenons surtout maintenant sur les figurines, toutes les nouvelles figurines, puisqu'ils vont donc proposer de très jolies nouvelles figurines d'environ 3 pouces 75 de haut, ce qui représente environ 9 cm et demi. Il s'agit encore une fois des personnages originaux de 78 avec Apollo, Starbuck, Boomer, un Centurion Cylon argenté et un Centurion Cylon doré. Le pack de 5 figurines est en prévente au tarif de 133,95 €, ce qui revient à 26,79 € la figurine, ce qui est encore une fois assez correct. Ces figurines sortiront fin 2026 et pour l'instant il ne faut payer que 22,22 € d'acompte non remboursable pour réserver l'ensemble des 5 figurines et le reste sera à payer au moment de l'expédition, donc à la fin de l'année. Chaque pilote dispose d'articulations, d'un casque qui peut s'enlever, d'un blaster qui peut se mettre dans un holster à la ceinture ou dans la main du personnage, ainsi que d'un mini ordinateur qui s'accroche sur la jambe. De leur côté, les Centurions Cylon disposent d'une épée qui peut s'accrocher à la hanche ou de leur fusil d'assaut. Chaque figurine sera livrée dans une belle boîte en carton à l'ancienne, une vraie boîte et pas un blister qu'on ne peut plus refermer une fois qu'on l'a ouvert. Franchement, ces figurines sont vraiment superbes et sont quasiment les plus belles que j'ai pu voir jusqu'ici pour des personnages de la série originale. Suite à la demande des fans, Factory Entertainment propose d'ailleurs également un pack de 3 Centurions Cylon argentés en précommande au tarif de 71,95 €. Mais c'est pas tout. Car l'objet qui fait vraiment rêver, c'est une réplique de chasseur Viper de 1978 dans laquelle on peut mettre les figurines de pilote. Ce Viper, il mesure plus de 43 cm de long et presque 23 cm de large. Et c'est pas juste une jolie petite réplique inerte, parce qu'on peut ouvrir le cockpit, on peut ajouter ou enlever les trains d'atterrissage ou on peut la mettre sur un joli pied d'exposition. Le cockpit, il peut s'allumer avec une lumière jaune, exactement comme dans la série, et les réacteurs peuvent s'allumer en bleu ou en blanc. En fait, il y a plusieurs effets visuels et sonores, parce que oui, il y a aussi des effets sonores, notamment des tirs, le bruit, le son des tirs de laser ou les bruits d'accélération des réacteurs, et tout ça peut être contrôlé par une télécommande. Alors ce magnifique Viper, lui, il sortira donc fin 2026. Il est en précommande sur le site de Factory Entertainment au tarif de 195,95 €. Je précise, sans pilote et sans les piles, puisqu'il faut 3 piles AAA pour le Viper et 2 piles AAA pour la télécommande. Et là aussi, honnêtement, je crois que c'est la plus belle réplique de Viper originale qui ait jamais été proposée à la vente. Les figurines dont je parlais avant sont annoncées comme étant la vague 1, parce que le fabricant propose un sondage en ligne pour savoir ce que vous voudriez acheter ensuite. Dans ce sondage, on peut voter pour avoir Adama, ou Tai, ou Athéna, ou Serena, ou Boxy, ou Muffet, Baltar, Lucifer, quelques autres pilotes, ainsi que des versions alternatives de Starbuck et Apollo. On peut aussi faire des propositions dans un champ libre, alors c'est l'occasion de faire savoir à ce fabricant ce qui vous fait rêver. Je précise que des sites européens proposent aussi des précommandes pour les figurines de Factory Entertainment et aussi pour le Viper, mais à des tarifs beaucoup plus élevés que sur le site original, notamment le Viper qui avoisine les 300 €, donc quasiment 100 € de plus que sur le site d'origine. Mais
Si ça vous rassure de commander sur un site français, vous pouvez jeter un œil à madinjapan.fr. Donc c'est tout attaché, pas made in Japan, mad, madinjapan, madinjapan.fr, qui propose donc le lot des 5 figurines à 149 €. Là pour le coup par contre c'est juste à peine plus cher que le prix du fabricant original. Donc c'est assez intéressant. Et pour finir sur ce sujet, Factory Entertainment a encore des nouveautés en approche puisque les précommandes des poupées de Starbuck et Apollo d'une 30aine de centimètres de haut avec des visages vraiment réalistes et des vêtements en tissu, les précommandes pour ça vont ouvrir sur leur site à partir du 27 mars 2026, mais j'ai pas encore d'infos sur le tarif de ces grandes poupées. Une dernière chose, tant que je suis dans les produits dérivés et notamment les vaisseaux miniatures de Battlestar Galactica. Je vais reparler d'ailleurs, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, je vais reparler d'une autre marque, puisque la boutique anglaise de Master Replicas propose toujours à la vente en ligne des vaisseaux Eagle Moss en import depuis les États-Unis, et ils viennent d'annoncer le Battlestar Atlantia de la série de 1978, qui est en fait juste le Galactica mais avec un autre nom dessus. Donc voilà, si vous voulez compléter votre collection Eagle Moss qui avait initialement fait faillite, en tout cas en Europe, en 2022, ils ont des Viper et des Galactica, mais du reboot. Ils les ont soit en stock ou en précommande. Mais n'oubliez pas qu'avec les frais de douane, puisque c'est un site anglais, ils reviennent plus cher que ce qui est affiché sur le site. Début février 2026, Edward James Olmos et Mary McDonnell ont été annoncés à la Comic-Con de Paris, qui se déroulera à Villepinte les 18 et 19 avril 2026. Alors, moi, je pourrais pas m'y rendre cette fois, mais sur le Discord de Galactifrac, il y a Circe qui organise une discussion, justement pour vous organiser, pour essayer de vous retrouver, si vous voulez vous retrouver là-bas à la Comic-Con de Paris. À l'occasion d'une rencontre avec Edward James Olmos et Mary McDonnell, n'hésitez pas à passer par le Discord de Galactifrac. Il y a un canal de discussion créé spécialement pour ça. Attention. Si vous n'avez pas l'habitude des conventions, je vous rappelle que les autographes et les photos, même les selfies, sont payants. L'année dernière à Bruxelles, pour Adama et Roslyn, les tarifs étaient de 50 € l'autographe ou la photo. Par contre, rien ne vous empêche d'essayer d'aller les voir à leur stand pour discuter gratuitement, comme moi j'ai pu le faire l'année dernière. Pour être complet, je signale aussi que Katie Sackhoff est de son côté annoncée pour la Comic-Con de Bruxelles en mai 2026, mais je rappelle que l'interprète de Starbuck a déjà annulé sa venue à plusieurs reprises là-bas, notamment l'année dernière quand j'y étais. D'ailleurs, à mon avis, elle sera très occupée à cette période avec la promo du film The Mandalorian and Grogu, donc n'ayez peut-être pas trop d'espoir si vous comptez voir Starbuck en Belgique. Le 13 mars, le site anglophone /film exhumait un vieil extrait d'interview de 2007 de Katie Sackhoff où l'interprète de Starbuck révélait pourquoi elle ne pouvait pas supporter de regarder la version de 1978 de Battlestar Galactica. Alors, ouvrez les guillemets. Je ne peux même pas regarder un vieil épisode de Battlestar Galactica sans éclater de rire quand ce chien stupide apparaît. C'est comme si je regardais la série Alf. Je veux dire, comment peut-on prendre ça au sérieux ? J'adorais ça quand j'avais 12 ans, mais arrêtez quoi. Fermez les guillemets. Bear McCreary revient en tournée en Europe en juillet-août 2026. Il l'a annoncé le 16 mars sur son compte X. Il interprète toujours des morceaux de son album The Singularity, mais si vous vous souvenez du compte-rendu de son concert, quand vous avez fait l'année dernière à l'occasion de son passage à Paris, il joue aussi des morceaux issus de ses différentes bandes originales, et il y a évidemment du Battlestar Galactica au programme. Par contre, contrairement à 2025, il n'y a cette fois aucune date prévue en France, puisqu'avec son groupe, il sera de passage en 2026 en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, au célèbre festival Metal Wacken Open Air, puis au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande.
Le 25 mars 2026 aura lieu à Los Angeles une grande vente aux enchères d'objets, accessoires et costumes ayant servi dans de nombreux films et séries télé cultes. Et il y a bien entendu le reboot de Battlestar Galactica au programme avec la robe rouge de numéro 6 qui devrait partir entre 10 000 et 20 000 dollars, l'uniforme du colonel Tai entre 4 000 et 8 000 dollars, un manteau blanc de numéro 6 entre 500 dollars et 1 000 dollars, mais il y a aussi l'uniforme de pilote de Racetrack, un uniforme d'apparat de Samuel Anders, des vêtements militaires de Boomer, etc. Les objets que je trouve les plus intéressants dans cette vente aux enchères sont une mallette en plastique jaune, c'est la mallette de survie d'équipage de Raptor, avec un manuel de pilotage de Raptor qui devrait partir entre 800 et 1600 dollars, ainsi que la mallette grise en métal avec le transpondeur Cylon qu'on avait vu au tout début de la série et qui devrait partir entre 4000 et 8000 dollars. Voilà, vous pouvez consulter le catalogue complet des objets mis en vente grâce au lien que je vous mets dans les notes de l'émission. Et je termine cet épisode avec toutes les dernières news concernant le jeu vidéo Battlestar Galactica Scattered Hopes, qui est développé en France par les équipes de Altshift et qui est édité par Dotemu. On a d'abord eu une bande-annonce de gameplay le 16 octobre 2025. Alors, comme je le disais précédemment, c'est assez proche du gameplay de leur jeu précédent Crying Suns, avec tout un tas de décisions à prendre qui se terminent par un combat spatial contre les Cylons, avec des moyens qui dépendent des décisions prises dans les minutes qui ont précédé. Des vaisseaux civils ont besoin de réparation suite à la dernière altercation avec les Cylons. Faut-il envoyer une équipe chercher des pièces détachées sur une épave proche? Mais est-ce que ce n'est pas un piège des Cylons? Et comment savoir à qui faire confiance au sein de la flotte qui est possiblement infiltrée par des espions Cylons? Mais il y a aussi les ouvriers qui menacent de se mettre en grève et qui ont besoin de pièces détachées pour produire des munitions ou pour améliorer les vaisseaux. Mais ne faudrait-il pas plutôt réserver ces pièces détachées aux réparations en priorité? Sauf que si vous n'améliorez pas l'infirmerie, il sera impossible de gérer tous les blessés et il y aura des morts. Voilà le genre de décision complexe que vous devrez prendre en amont de chaque combat spatial, puisqu'il est impossible de contenter tout le monde, sans oublier les décisions tactiques qui auront lieu pendant les combats spatiaux. Chaque combat se déroule pendant le décompte du calcul du prochain bon PRL pour échapper à la flotte Cylon, et il faut donc tenir bon pendant 2 bonnes minutes, et après chaque bon PRL, il y aura de nouvelles décisions à prendre, toujours plus complexes à gérer, en attendant la prochaine attaque des Cylons et le bon PRL suivant, et ainsi de suite. Le 8 décembre, Altshift a dévoilé sur sa chaîne YouTube un journal de développement du jeu par le biais de déclarations de Frédéric Lopez, dirigeant du studio et directeur artistique du jeu. Il y a expliqué que le joueur serait aux commandes d'un Gunstar, un vaisseau de combat plus petit qu'un Battlestar, mais spécialement inventé pour ce jeu, et donc que son but est de rejoindre la flotte menée par le Galactica avec Adama aux commandes. L'idée est de reproduire le sentiment d'urgence de l'épisode pilote 33 minutes, où il faut à chaque fois tenir bon jusqu'au prochain bon PRL. Il y a eu 4 phases de test du jeu en bêta, c'est ce qu'on appelle les phases de bêta-test, mais avec à chaque fois de plus en plus de joueurs. Et ces bêtas fermées leur ont permis de corriger des bugs, mais aussi de s'assurer que le jeu respectait bien l'esprit de la série. Dans cette vidéo, on peut aussi entendre Julien Cotteret, qui est le directeur créatif du jeu. Il explique que leur challenge est de rendre le jeu assez difficile pour les joueurs expérimentés, tout en restant accessible pour les débutants, ce qui est un équilibre assez complexe à trouver pour chaque jeu vidéo. Il rappelle que chaque session de jeu se déroule en 2 phases. D'abord, il y a la gestion de la flotte, donc les choix difficiles dont je vous parlais avant. Il précise que durant cette étape, vous devez également mener l'enquête sur les espions Cylons, rassembler des preuves pour les identifier et éviter des actions de sabotage. Pendant les phases de combat spatial, il y a une pause tactique pour prendre vos décisions, donc qui vous permet en fait de mettre le jeu sur pause, le temps de prendre vos décisions, et comme ça tenter de gérer plusieurs menaces à la fois. Et c'est normal si vous n'arrivez pas systématiquement à tenir pendant les 2 minutes de décompte du bon PRL, parce que c'est le cœur d'un jeu roguelite, c'est comme ça qu'on appelle ce type de jeux qui sont très très en vogue depuis quelques années. Donc un jeu roguelite, en fait, justement, ça consiste à recommencer
recommencer encore et encore et encore pour apprendre de ses erreurs et obtenir à chaque fois de meilleurs résultats, notamment grâce à des bonus qui se débloquent au fur et à mesure. Donc vous obtiendrez ainsi de nouvelles flottes et de nouvelles stratégies pour contrer la menace des Cylons. Ils ont beaucoup appris pendant les phases de bêta-test, notamment le fait que de se contenter d'être en vie à la fin du combat n'était pas assez satisfaisant pour les joueurs dans un jeu. Même si c'est comme ça que ça se passe dans la série, souvent dans la série, ils ont survécu et c'est déjà une grande victoire. Dans un jeu, c'est peut-être pas suffisant, c'est un poil frustrant. Donc c'est pour ça qu'ils ont ajouté des bonus après chaque victoire qui rendent l'expérience plus ludique et plus intéressante à jouer, contrairement donc à la série où il semble jamais y avoir d'espoir pour le futur. Ils ont aussi retravaillé l'interface des combats, équilibré les crises auxquelles votre personnage doit faire face en fonction de ses décisions précédentes. Et les nombreuses options à débloquer rendent chaque nouvelle partie encore plus excitante, malgré le sentiment de recommencer des parcours en apparence similaires, mais en vérité qui ne se dérouleront jamais deux fois de la même manière. Ils ont aussi beaucoup travaillé sur les sons et les musiques, ainsi que sur les mouvements de caméra pendant les cinématiques afin de coller à l'esprit de la série. Ils ont aussi ajouté un peu plus de vie dans les scènes à l'intérieur du vaisseau et ils ont également beaucoup amélioré l'interface du jeu qui était parfois trop chargée ou trop complexe à comprendre. Et pour mieux prendre le jeu en main, il y aura évidemment un tutoriel, mais aussi des raccourcis clavier, ainsi que des options pensées pour les streamers sur Twitch qui voudraient organiser des sondages, par exemple, pour prendre des décisions dans le jeu. En fait, ça leur permettra de consulter les gens qui regardent le stream sur Twitch, et donc on peut comme ça voter, et ça a une influence directe sur les décisions donc, qui sont prises dans le jeu. Je trouve ça sympa d'avoir pensé à ce genre d'options. On note pendant cette vidéo que les équipes du jeu possèdent le jeu de plateau en français. Oui, le fameux jeu de plateau, celui qui est introuvable à des prix décents. On peut voir qu'ils en ont les boîtes sur leur bureau. Voilà, c'est assez rigolo d'avoir pensé à ça pour leur vidéo. En tout cas, on les voit assez bien. Donc, ils ont la boîte de base ainsi que 2 extensions du jeu de plateau en français. Le 26 janvier, ils ont publié une vidéo de gameplay de 10 minutes qui montre concrètement à quoi ressemblent tous les éléments que je vous décris justement jusqu'ici. Donc cette vidéo précise aussi certaines mécaniques comme le fait que protéger votre Gunstar est tout aussi important que de maintenir un nombre suffisant de survivants au sein de votre petite flotte. Les combats spatiaux se déroulent toujours dans des situations où vous êtes en sous-nombre par rapport au vaisseau Cylon et ils deviennent plus complexes en progressant dans le jeu car au fur et à mesure que votre flotte s'étoffe, il y a de plus en plus de vaisseaux à protéger, donc ça devient plus compliqué. Et que vous réussissiez à rejoindre le Galactica ou pas, vous aurez toujours de nouveaux éléments qui se débloqueront et qui rendront la partie suivante un peu plus simple, mais aussi avec de nouveaux défis. Le 20 février, une nouvelle bande-annonce dévoilait qu'une démo du jeu était disponible sur Steam. Le 27 février, une vidéo nous montrait les différents types d'armes qui équipent les Gunstar du jeu. Et le 12 mars, une vidéo montrait un peu plus de détails sur les différentes crises de la flotte que le joueur aura à gérer entre chaque combat spatial. Et je trouve cet aspect vraiment génial, parce qu'il vous met dans la peau d'un dirigeant qui est assailli de problèmes et qui doit faire en permanence des choix terribles pour faire au mieux, parce que le fait de gérer une situation signifiera souvent que ça vous forcera à en laisser pourrir une ou deux autres dans le même temps. Mais il faudra faire un choix. Et parfois, ça aura des conséquences catastrophiques comme la perte de vaisseaux ou des décès ou encore des factions au sein de la flotte qui vont se rebeller contre vous et causer encore plus de problèmes, sans parler des sabotages de l'espion Cylon au sein de votre flotte. Le 19 mars, ils ont également publié une sorte d'article de blog sur la plateforme Steam qui est consacré au développement du scénario du jeu par le biais des déclarations de 2 personnes qui travaillent sur cet aspect du jeu, à savoir Martin Ringot et Anthony Jonot. Ils expliquent que pour recréer les combats spatiaux du jeu ainsi que les intrigues politiques et morales, ils ont créé un mélange entre les célèbres jeux vidéo FTL et Reigns. Ils ont bien regardé la série et ils ont identifié les situations qui pourraient être intéressantes à gérer dans le jeu. Et ils ont constaté que résoudre un problème avait souvent pour conséquence de créer un nouveau problème dans la série et ils ont voulu recréer ce sentiment de devoir choisir le moindre mal.
Leur but a également été d'augmenter progressivement la tension au cours d'une session de jeu, un peu comme on peut le voir au fil d'une saison de la série. Ils ont travaillé sur cet aspect du jeu d'ailleurs avec Tom Joubert, qui avait travaillé sur le célèbre jeu FTL, et le fait d'équilibrer correctement ces événements narratifs est ce qui leur a pris le plus de temps. Ils ont aussi travaillé sur la personnalité des différents personnages qu'on croise dans le jeu afin de leur donner des identités propres, mais aussi des motivations crédibles au sein de cet univers, qu'il s'agisse des héros ou des Cylons. Ils disent avoir beaucoup travaillé sur le ton du jeu, car suite à la bêta, donc au bêta-test fermé dont je vous parlais avant, de nombreux joueurs trouvaient que l'ambiance ne collait pas tout à fait avec l'esprit de la série, et donc ils ont corrigé ça depuis. Enfin, ils expliquent que comme le jeu est un roguelite, à savoir un jeu où on recommence de courtes sessions plusieurs fois depuis le début du jeu pour débloquer de nouveaux éléments, les joueurs découvriront au fil des parties que tous les aspects de l'histoire ne leur ont pas été révélés depuis le début, et qu'il y a des informations qui finiront par donner une autre dimension à l'histoire qu'ils sont en train de vivre, allant jusqu'à la possibilité de découvrir une fin alternative à l'histoire du jeu. Voilà pour toutes les news que j'ai, en tout cas jusqu'ici concernant le jeu. Alors de mon côté, j'ai pu tester la démo et je trouve que les développeurs ont vraiment capturé l'essence de l'ambiance au sein du CIC dans la série. Moi, je retrouve les grandes lignes du gameplay de Crying Suns, donc leur jeu précédent auquel j'avais joué par hasard, mais qu'en plus j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais c'est pas juste un lifting de Crying Suns avec le nom Battlestar Galactica mis à la place. C'est vraiment une réadaptation complète de cette mécanique de jeu pour coller à l'esprit de la série réimaginée. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs quelques petites différences notables aussi avec Crying Suns. Rien que la démo, qui n'est disponible qu'en anglais, vous occupera pendant quelques heures et vous donnera un très bel aperçu de très nombreuses possibilités du jeu. C'est pas le type de jeu qui vous demande d'être joué avec une manette ou des boutons. Non, franchement, il suffit d'une souris et d'un clavier, et tout ce que vous devez faire, c'est bien peser le pour et le contre de chaque décision. D'ailleurs, vous avez tout le temps qu'il faut à chaque fois pour prendre vos décisions, y compris pendant les combats spatiaux grâce à la pause stratégique, mais évidemment ce qui est compliqué dans ce jeu, c'est que ce ne seront jamais des choix simples en fait. C'est un jeu de gestion et de stratégie, et si vous aimez ça, je suis sûr que ça vous plaira beaucoup. Et si vous trouvez que le jeu a l'air difficile, essayez de vous rappeler ce que Adama doit gérer en permanence, et vous comprendrez que c'est le meilleur moyen en fait, ce jeu, c'est le meilleur moyen de vous mettre à sa place, et que dans ces conditions, les victoires ont une vraie valeur qui ne laisse pas indifférent. Moi, j'espère vraiment que Battlestar Galactica Scattered Hopes connaîtra un beau succès à sa sortie, qui est pour l'instant annoncé pour le printemps 2026, donc a priori avant le 21 juin, mais sans date précise à ce jour. Et voilà qui conclut le tour d'horizon des dernières news de l'univers de Battlestar Galactica. Je crois que j'avais rarement annoncé autant de nouveautés d'un coup depuis la création de ce podcast, et ça me fait très plaisir. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes Historica et Analytica pour analyser le contenu de la série télé ainsi que ses coulisses. Le podcast Galactifrac est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Blue Sky, Facebook, Threads et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur Blue Sky ou X, enfin de moins en moins X, on va dire sur Blue Sky ou Instagram ou Threads ou TikTok, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Dravenardrock qui s'écrit DRAVENARDROK. D'ailleurs, je précise que sur Instagram et TikTok, je publie quasi quotidiennement des vidéos consacrées à la science-fiction. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. By your command.